Bien, aujourd'hui et pour terminer le cours, en fait, on va pousser la logique de tout ce qu'on a fait à l'extrême en considérant les figures de diffraction d'objets plutôt compliqués qui sont des ouvertures bidimensionnelles. On va voir que les propriétés finalement mathématiques des transformés de Fourier, bon, il y a trois propriétés qu'on utilise, la propriété de translation, dilatation, et puis là on va utiliser beaucoup la linéarité. Donc ces trois propriétés-là vont nous permettre en fait de considérer les cas de diffraction par des ouvertures plutôt complexes, et voir que ce n'est pas si difficile que ça. Donc vraiment le but là c'est d'arriver à vous faire anticiper ou presque la figure de diffraction d'objets complexes le plus rapidement possible. On va rappeler un peu le cadre. Alors pour rappeler le cadre, je vais redessiner comme d'habitude un axe optique. Ici. On a nos axes ici qui vont servir à repérer les points dans l'espace. Alors celui-là c'est l'axe X, l'axe Y, l'axe Z comme d'habitude, c'est l'axe optique. Ici on a le point O. Et ce qui nous intéresse donc, c'est comment est-ce qu'on va prédire l'amplitude complexe au point M, qu'on repère par X, Y, Z, sachant que dans le plan Z égale 0, on a placé une ouverture diffractante. Donc une ouverture dans un écran opaque, ou l'inverse, on verra bien. Et alors comment on la représenter? Par exemple comme ça. Ça, ce serait une ouverture rectangulaire dans un écran opaque par ailleurs. Et on va supposer ici que en fait, on éclaire ici avec une onde plane en incidence normale. C'est-à-dire que si on regarde dans le plan Z égale 0, on a une amplitude constante, complexe certes, mais constante, homogène. On va la noter dans ce plan-là A. Du coup, ça comme ça, c'est notre transmittance, T de X, Y. Et bien juste après la transmittance, le champ dans le plan Z égale 0, ça va être A fois T. Et donc, c'est ce champ-là qu'on va essayer de faire se propager. Il va falloir que, donc, en partant du point P, là, dans ce plan-là, qui est repéré par X', Y', évidemment en Z égale 0, il va falloir aller jusqu'au point M. Et ça va occasionner un déphasage. Il n'y arriverait pas. Ça va occasionner un déphasage. La propagation, donc, qui va être différente suivant la position du point P. On doit tous les sommer. Donc, au final, comme au point P, il y a une amplitude A fois T de X', Y', que on prend une phase moins 2i pi et qui s'écrit X', sur lambda Z, plus Y', sur lambda Z. On somme tout ça. Donc ça, c'est une intégrale double, a priori. Et en fait, ce qu'on obtient quand on fait ça, c'est qu'on obtient, à un facteur près, l'amplitude au point M. Donc finalement, l'amplitude dans tout l'espace. Et ça, ce qu'on avait vu, c'est que c'était en réalité, alors on peut sortir le A, puis le faire rentrer dans la boîte à constante, puisqu'on s'en fout. C'est que finalement, ce qu'on a, c'est que c'est la transformée de Fourier à deux dimensions. Alors, la transformée de Fourier à deux dimensions, ça se note comme souvent avec un tilde. Sauf que moi, je rajoute un chapeau pour bien dire que c'est une transformée à deux dimensions. Ah, c'est pas un chapeau, mais ouais. Hop. Voilà. C'est pour bien dire qu'elle est à deux dimensions. Et il faut la prendre en x sur lambda z, y sur lambda z. Voilà, donc
une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir utiliser directement les propriétés des transformés de Fourier pour faire les choses très directement et très rapidement. Alors, une première conséquence de ces propriétés, c'est illustré par ce qu'on appelle le théorème des écrans complémentaires ou le théorème de Babinet. L'idée, c'est de dire, et c'est quelque chose qu'on utilise dès la terminale, l'idée, c'est de dire que, de regarder ce qui se passe entre un écran. Alors, prenons un écran percé d'une ouverture. Je vais le prendre à une dimension pour que ce soit plus facilement compréhensible, mais c'est ça l'idée. Si vous dessinez donc la fonction de transparence ou la transmittance, vous prenez par exemple une fente, vous avez quelque chose qui est comme ça. Si vous regardez ce que ça doit donner normalement pour l'écran complémentaire, c'est-à-dire que ce serait le contraire, il faudrait que ce soit transparent là où c'était opaque, opaque là où c'était transparent. Donc là où il y avait 0, nous, on va mettre une valeur de 1, et puis on passe à 0 quand l'autre écran est transparent. Voilà. Ça, c'est t. Alors, a priori, ici, c'est juste t de x. Et ça, c'est t' de x, c'est le complémentaire. Et en réalité, ça s'écrit tout simplement 1 moins t de x. Et là, on peut se demander, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est le lien entre les deux figures de diffraction? Alors, on a vu qu'il allait falloir prendre la transformée de Fourier, sauf que la transformée de Fourier, elle est linéaire. Autrement dit, la transformée de Fourier de t' a une ou deux dimensions. Alors, si c'est à deux dimensions, c'est vrai, c'est un chapeau. En réalité, c'est égal à la transformée de Fourier de 1 à deux dimensions, moins la transformée de Fourier de t à deux dimensions. Et il se trouve que la transformée de Fourier de 1, c'est delta de x, y, à quelque chose près. Autrement dit, c'est quelque chose qui vaut 0 si x est différent de 0 et y est différent de 0. Donc, en gros, c'est quelque chose dont on se fout complètement n'importe où, sauf en 0 au centre, sur l'axe optique. Là, ça peut changer quelque chose. Mais pour tout xy, tout couple xy différent de 0, 0, ce qu'on peut écrire, c'est qu'on a t' tilde, chapeau, qui est égal en fait à moins t chapeau. Autrement dit, l'intensité qui est liée à la figure de diffraction par la première ouverture, I, comme c'est le module de t' tilde, évidemment pris en x sur lambda z, au carré, et bien c'est égal en réalité au module de t. J'oublie les chapeaux. Module de t au carré. Autrement dit, pour un écran et son complémentaire, les figures de diffraction sont identiques. C'est ça que dit ce résultat en fait. Ce que dit ce résultat-là, c'est que c'est les mêmes intensités partout sauf au centre de l'écran. Donc on va l'écrire comme ça en fait. Pour un écran, les figures de diffraction d'un écran évidemment percé d'une ouverture et de son complémentaire sont identiques sauf sur l'axe optique. Alors évidemment, c'est une diffraction à l'infini.
C'est-à-dire quand on peut appliquer la transformée de Fourier. Et alors, là où c'est intéressant, c'est par exemple si on prend la figure de diffraction d'un cheveu. La figure de diffraction d'un cheveu, eh bien, c'est la même que la figure de diffraction d'une fente de même taille. Et ça, c'est une propriété que vous avez déjà probablement utilisée en terminale, puisque on vous explique des tonnes de trucs sur les fentes, et tout d'un coup, on vous dit « Ah, en fait, maintenant, on va faire des expériences, mais on va le faire avec des cheveux. C'est pareil, faites pas gaffe. » Voilà. Et bien en réalité, c'est une conséquence du théorème des écrans complémentaires. Alors maintenant, on va voir les fentes Young, mais un peu différemment. Alors qu'est-ce que j'appelle les fentes Young différemment? On va encore tracer des transmittances. C'est qu'en fait... Ah ben non, pas comme ça. C'est qu'en fait, on a deux façons d'écrire la transmittance de fente Young. La première, elle correspond... Alors, je vais les dessiner de toute façon, mais pas du tout comme ça, par contre. Je vais les dessiner... Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est des fentes. Elles sont centrées en D sur 2 et moins D sur 2. Elles ont toutes deux pour largeur A. Il y a deux façons d'écrire cette transmittance. La première, c'est tout simplement d'écrire que la transmittance. Évidemment, là, c'est encore une transmittance que suivant X, c'est juste qu'il ne se passe rien suivant Y. Elle est invariante suivant Y. Cette transmittance, vous pouvez l'écrire, évidemment, comme la somme d'une fonction porte centrée en D sur 2, ça c'est celle de droite, mais d'une largeur A, plus la fonction porte centrée en moins D sur 2, donc moins D sur 2, ça fait plus D sur 2, et aussi de largeur A. Autrement dit, vous avez représenté ça, et vous avez juste additionné ça. Mais une autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'en fait, c'est une fente de largeur, alors tenez-vous bien, centrée, cette fois-ci, mais de largeur, D plus A. C'est-à-dire que c'est, on écrit que c'est L centrée sur D plus A. Si on fait ça là, ce qu'on obtient, je vais le tracer en vert, c'est ça. Hop. Et maintenant, le problème, c'est qu'il faut enlever tout ce morceau-là. Mais ça, finalement, c'est juste, ça revient juste à enlever une fente de largeur, finalement, D moins A. Et le truc, c'est que du coup, on peut en conclure qu'il y a bien deux façons d'écrire la transformée de Fourier des fentes Young. Vous pouvez dire que l'amplitude au point M, ça va être proportionnel à... Alors on cherche toujours... Là, on va se placer dans le cas unidimensionnel. Donc normalement, il faut prendre la transformée de Fourier en x sur lambda z à la fin. Mais donc, on ne va même pas l'écrire, ça. On le garde en tête, mais on va juste écrire les relations sur les transformées de Fourier. Ouais, non, s'il faut le garder en tête quand même. Ce qu'on va faire, c'est que, donc, comme la transformée de Fourier est linéaire, on a le droit d'écrire que c'est ça, tilde pris en x sur lambda z, plus ça, donc c'est celle qui est centrée en moins d sur 2 sur a, pris en x sur lambda z. Et ça, on avait vu que c'était un truc de la forme a sinus cardinal de pi ax sur lambda z, je vais vite, exponentielle moins 2i pi d sur 2 x sur lambda z. Et puis plus la même chose, a sinus cardinal de pi ax sur lambda z. Exponentielle, alors cette fois-ci, ça va faire un plus, donc i pi dx sur lambda z.
Voilà. Et puis, on peut mettre en facteur les sinus cardinaux et faire apparaître un cosinus. Mais ce qu'on sait, c'est aussi, d'après la deuxième expression, c'est qu'il y a une autre façon de l'écrire. C'est d'écrire que c'est A plus D fois sinus cardinal de pi A plus D x sur lambda z moins d moins A sinus cardinal de pi d moins A x sur lambda z. Et avec quelques manipulations de trigonométrie, et ben, ça fonctionne. On trouve que ça marche. C'est normal, c'est juste deux façons d'écrire différemment la même transmittance. Donc du coup, la transformée de Fourier, c'est la même. Mais voilà, deux expressions possibles. Et la seule chose, c'est que finalement, la deuxième façon de faire, elle va être très pratique quand on va passer aux ouvertures 2D. Alors prenons une ouverture rectangulaire pour se souvenir de comment ça marche, ce truc. Alors une ouverture rectangulaire, ça ressemble à ça. On va supposer évidemment que c'est une ouverture rectangulaire transparente dans un plan opaque. On va appeler... Hop, petit a, la largeur, petit b, la hauteur, on fait standard. Et dans ce cas-là, notre t de x, y, c'est tout simplement le produit. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la transformée de Fourier à deux dimensions, bien sûr, de t, prise en x sur lambda z, y sur lambda z. Et là, on s'aperçoit que c'est séparable. Donc, on a le droit de dire que c'est la fonction, la transformée de Fourier de pi de x sur a prise en x sur lambda z. Si ça vous défrise, c'est pas le même x. Ça, c'est juste une variable muette pour indiquer quelle est vraiment la fonction qu'on met dans la transformée de Fourier. Donc, c'est pas grave que ce soit x ou x'. Le tout, c'est de comprendre quelle est cette fonction. Et là, on a un y sur b. Là aussi, on ne vous traumatise pas. On fait ça. Prise en y sur lambda z. Autrement dit, c'est proportionnel à a, b, sinus cardinal de pi ax sur lambda z, sinus cardinal de pi by sur lambda z. Ok, on va retenir ça et on va bien garder ce AB. Bien sûr, on pourrait le glisser dans la boîte à constante, mais si on fait ça, ça va poser problème après. On sait que c'est proportionnel à TF. Il faut garder la TF dans son intégralité. Donc ça, on ne le fait pas, pour une fois. Pour une fois, on ne le fait pas. Donc on garde bien ce résultat-là à l'esprit. Et quand on fait ça pour une ouverture rectangulaire, on trouve cette figure de diffraction-là. Alors c'est normal, hein, elle est plus large que longue, la figure de diffraction, parce que la fente là est plus haute que large, environ 3 fois. Bien, maintenant, on va se poser la question de la couronne rectangulaire. La couronne rectangulaire, c'est une ouverture rectangulaire dans un plan opaque. Et à l'intérieur, un autre rectangle. Maintenant, je vais spécifier ce qui est opaque en le hachurant. Il faut le hachurer. Je le hachure. Je l'ai hachuré. Et donc, on va mettre on va spécifier les longueurs. Alors, celle-ci, ça sera A'. Cette hauteur-là, ça sera B'. La hauteur de la plus grande des deux fentes, c'est B. Et pour faire hyper original, ici, on va avoir A. Là, on se retrouve comme dans le cas des deux fentes Jung de tout à l'heure. Une façon d'écrire... Il y a plusieurs façons d'écrire, évidemment, cette transmittance, mais celle qui va se révéler la plus pratique, ça va d'écrire que t de xy, c'est finalement une fente rectangulaire de largeur A et de hauteur B
au milieu d'un écran. Donc ça, c'est une fenêtre de transparence. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'il faut enlever la transparence au centre assuré, là. Et pour l'enlever, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire la transmittance d'une ouverture rectangulaire ayant les dimensions A' de largeur et B' de hauteur. Et du coup, si on fait ça, on a réussi à écrire la transmittance. Bien sûr, il y a d'autres façons de faire. En réalité, on pourrait même s'amuser... Oups, c'est pas ça du tout. On pourrait même s'amuser à dire que c'est ça, plus ça... Oh ouais, carrément. Plus ça, comme transmittance. Et ça serait pas faux. Ça marche, donc il y a plein de choix possibles. Mais c'est pas le plus simple. Donc on va garder ça. Et maintenant, du coup, on sait que la figure de diffraction, bon, pourquoi pas en vert, ça pique un peu, c'est la TF de la, bien sûr, de T à deux dimensions, prise en X sur lambda Z, Y sur lambda Z. Et là, c'est hyper simple. On vient de faire la fente rectangulaire, donc on va y aller très rapidement. Ça va faire du AB sinus cardinal de pi AX sur lambda Z moins A'B fois sinus cardinal de pi BY sur lambda Z. C'est vrai qu'on pourrait mettre des parenthèses. Moins A'B' sinus cardinal de pi A'X sur lambda Z, sinus cardinal de pi B'Y sur lambda Z. L'intensité, on est d'accord que ça va être proportionnel au module de A au point M, parce que c'est là qu'on regarde, au carré. Et donc j'insiste, c'est différent d'une somme de deux sinus cardinaux. Hein. On est d'accord? Oups. On est d'accord ici, il va falloir prendre tout ça et prendre son module au carré. Donc le mettre essentiellement au carré. En général, on ne le calcule pas. Il ne faut pas distribuer le carré, même si on a très envie. Donc ce n'est pas une différence des intensités, c'est quelque chose de plus compliqué que ça. N'empêche, on a réussi à écrire son expression, ça va piquer encore plus, ici, et finalement le calcul, il nous a pris juste une ligne. On a appliqué la formule de l'ATF de fente rectangulaire. Donc c'est hyper pratique quand même. Et le résultat, c'est, vous vous souvenez de tout à l'heure, ça c'est la fente rectangulaire. Notre calcul, voilà le résultat. Pour ce qu'on a, c'est à peu près ce qu'on a fait là, c'est une fente rectangulaire 2 fois plus haute que large. Et donc voilà la figure de diffraction de la couronne rectangulaire. Maintenant, on va faire rapidement l'ouverture circulaire. Alors, ce n'est pas une formule qu'on va démontrer. Parce que d'abord, c'est hyper pénible et que c'est vraiment très peu recyclable. Voici une ouverture circulaire. Alors, elle a un diamètre D. Hop. C'est opaque là où je hachure. Je le hachure sur la tête de ma mère. Et donc, ce qu'on fait, c'est que vous allez admettre que, alors je vous l'avais déjà balancé dans un cours précédent, mais que la TF 2D de la fonction porte de petit r, avec petit r, alors petit r égale racine de x2 plus y2, ça vous fait un cercle de rayon 1. Si, parce que pour petit r supérieur à 1,5, eh ben, on passe à 0, alors que pour petit r inférieur à 1,5, eh ben, on a 1. Et donc, ça marche bien. Alors évidemment, si la dimension c'est d, en fait, la bonne fonction de transfert à considérer, eh ben, c'est la dilatée de
la dilatée du cercle unité d'un facteur D. Si on fait ça, on a bien la transmittance qu'on veut. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit. Alors, ce que je vous avais balancé, c'était la transformée de Fourier à 2D de la fonction porte de R. Et ça, je vous avais dit que c'était égal, si, à 2 fois J1, c'est la fonction de Bessel de première espèce, de pi R. Pardon. On revient. C'est pris normalement en UX, UY. Et c'est effectivement égal à 2 fois la fonction de Bessel J1 de nu, de pi nu, sur pi nu. Et ça, il doit falloir le multiplier par pi 2 sur 4. Parce que... Et puis avec nu qui est égal à racine de nu x au carré plus nu y, nu y au carré. Bien, la seule chose c'est que la figure de diffraction en elle-même, hein, l'amplitude au point M, c'est en fait proportionnel à T chapeau, donc on prend la TF prise en x sur lambda z, y sur lambda z. Si on remplace nu x et nu y par x sur lambda z et y sur lambda z, respectivement, on peut en fait dire que nu, ça va faire du r sur lambda z. Donc on se retrouve ici avec... alors c'est la transformée de Fourier qu'on va écrire directement. Déjà, première chose, ça veut dire qu'on doit prendre pi de r sur d tilde, prise en x sur lambda z, y sur lambda z. Ça, on va utiliser tout de suite une formule de dilatation. La formule de dilatation, elle dit que c'est, dans ce cas-là, D2, ensuite la TF de pi de R, et puis pris en X, en DX, enfin c'est en D nu X, D nu Y. Donc ça donne en fait, à la fin, du DX sur lambda Z, DY sur lambda Z. Et du coup, ça, si on remplace maintenant l'expression par on remplace ça par son expression, c'est le 2J1 fois pi d2, pi 2 sur 4. Alors le pi 2 sur 4 d2, pi d2 sur 4, ça en fait c'est l'aire du cercle. C'est pi r2 quoi. Je peux le noter S pour l'instant. On a un 2J1 de, en réalité, pi, ça c'est normal, il vient de là. Le nu, il faut le remplacer par dr sur lambda z. Et en dessous, c'est la même chose. Pi dr sur lambda z. Ça ressemble beaucoup à un sinus cardinal. Mais voilà donc la figure, enfin la transformée de Fourier, et donc la figure de diffraction en M qui est créée par une ouverture circulaire. On a utilisé les formules de dilatation et la formule qui nous donne donc la transformée de Fourier de la fonction porte pi de R. Donc ça, c'est à garder, c'est la figure de diffraction. C'est pas ce que je voulais faire. C'est la figure de diffraction par une ouverture circulaire. Alors du coup, ça donne ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la tâche d'Héry. Et c'est cool. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est la couronne circulaire. La couronne circulaire, elle n'est pas difficile non plus à trouver. Voilà les parties opaques qu'on hachure. Je l'hachure.
Et donc on va écrire la transmittance T de x, y. Alors si on dit que ça c'est D1 et ça c'est D2, ça donne un truc du genre la transmittance de l'ouverture circulaire standard moins la transmittance de l'ouverture circulaire de diamètre D1. Et ce truc-là, ça nous donne bien la bonne transmittance. Alors du coup, quand on va vouloir calculer sa transformée de Fourier, toujours avec ma notation bizarre, prise en x sur lambda z, y sur lambda z, et bien ça va nous donner tout simplement c'est mieux là comme ça, x sur lambda z, y sur lambda z, on fait juste la différence des deux amplitudes. Alors ça nous donne du pi, j'ai écrit quoi moi? Du pi 2 avant? Non, c'est la fatigue. Ah, il n'y a pas de 2. La gomme est trop grosse. Beaucoup trop grosse. N'importe quoi. La transformée de Fourier, c'est pi sur 4. Ouh, je mets des petits points partout en plus. Alors, ça fait pi d2 sur 4 fois 2j1 de pi... excusez-moi. Pi d2. 2. Ouais, c'est fin ça comme notation. Pi d2r sur lambda z sur pi d2r sur lambda z moins pi d1 au carré sur 4 fois 2j1 de pi d1r sur lambda z sur pi d1r sur lambda z. Et voilà. Et donc, quand on voudra l'intensité, bien sûr, il faudra mettre tout ça en gros au carré, puisqu'ici c'est réel. Donc il faudra juste mettre tout ça au carré. Et quand on fait ça, on obtient ce genre de figure-là. Alors vous allez me dire, ouais, ça ressemble beaucoup à la tâche d'Héry. Ouais, mais non, c'est pas tout à fait la même en fait. Je vous jure. Bon, la différence est ténue, je vous l'accorde. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à... Enfin, on va réapprendre à translater une ouverture. Si vous vous souvenez bien de la formule de translation, c'est tout simple. L'idée, c'est que si vous avez une transmittance, alors ça peut être une fente, un rectangle, tout ce que vous voulez, mais que vous avez décidé de la translater. Alors, ça veut dire que c'est votre t de xy, mais que maintenant, vous le centrez en x0, y0. Et évidemment, vous voulez la figure de diffraction. Donc ça s'écrit comme ça. Et pour pas vous traumatiser, je veux bien mettre des primes. Et donc ça, on a une formule de dilatation qui nous dit qu'en fait c'est la transformée de Fourier de t en x sur lambda z, y sur lambda z, multiplié par juste un terme de phase exponentielle. Alors on l'avait vu dans le cas unidimensionnel, là c'est le cas bidimensionnel, mais c'est pas plus compliqué. Voilà le terme de phase. Et avec ça, on va pouvoir reproduire tous les raisonnements interférentiels qu'on veut. Alors, c'est juste ça. Donc maintenant, ça va nous permettre de commencer à regarder, si on veut, alors je ne l'ai pas fait là, certes, mais de regarder ce qui se passe quand on va faire, on pourrait faire 2 ouvertures circulaires par exemple. Oups.
C'est des trous d'Young. Enfin, c'est pas très difficile, en fait, on va avoir une tâche d'Airy modulée par un cosinus. De la même manière que pour des doubles fentes, on a un sinus cardinal, la figure de diffraction d'une seule fente, modulée par un cosinus. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est pas 2 cercles, mais plus que ça, si on a envie. Et on a très envie forcément. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Hop. J'ai dessiné un cercle. Enfin, je ne l'ai pas dessiné, ouais, j'ai pris un cercle. Et dessus, ah, c'est moche. Bon, vous voyez l'idée. Dessus, j'ai placé 12 cercles. Donc celui-là, c'est juste histoire de le... Ouais, c'était juste histoire de les placer. Ah non, j'ai dit 12. J'en ai pas fait que 2. Donc tout l'écran est opaque. Ouais. Tout ça là c'est opaque, tout ça c'est opaque. Le gros cercle il est juste là pour que je puisse mieux repérer la position des petits cercles. Et quand on fait ça, bah, c'est facile de calculer en réalité la figure de diffraction. Il va juste falloir multiplier ici la figure de diffraction. C'est finalement, je vais l'écrire un peu, c'est juste des cercles de rayon D. Donc on se retrouve avec du pi d2 sur 4, 2j1 de pi dr sur lambda z, sur pi dr sur lambda z. Et il faut multiplier par tous les termes de phase. Alors, je suis d'accord, il y en a pas mal. C'est-à-dire qu'on va l'écrire comme ça. Somme sur n égale 1, c'est pour 1. Ah, ils sont 12. Ouais, ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, il y en a un trop. Bon. Alors celui-là, il n'est pas là. On l'oublie. Et donc, ça n'en fait plus que 12. Exponentielle moins 2 i pi x xn sur lambda z plus y yn sur lambda z, où les xn, yn sont en réalité les centres, la position des centres de chacune des ouvertures circulaires. Donc là, donc on a par exemple x1 égale, si le rayon de ce cercle c'est R, ça fait x1 égale R, y1 égale 0, etc. Ok, donc ça c'est notre figure de diffraction, et quand on trace ça et qu'on prend son module au carré, on obtient ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien distinguer, mais en réalité, c'est bien une tâche d'Airy qui est modulée par une fonction compliquée. Là, ça c'est la tâche centrale, qui est très jolie, contrairement à ce que je fais. Et je ne sais pas si vous voyez, on distingue un anneau tout autour. Je l'enlève, c'est trop moche. Mais c'est une tâche d'Airy, comme celle-ci, qui est en réalité modulée par une fonction qui n'est pas une fonction réseau, mais qui ressemble, et qui est beaucoup plus compliquée et jolie, et ça dessine des rosaces. C'est-à-dire rigolo de voir à quel point les rosaces ressemblent en fait à des transformés de Fourier. Bien, il nous reste autre chose à faire. On va finir par un petit exercice sympathique. Si, forcément sympathique. Ça va être de calculer la figure de diffraction de ce truc-là.
Pam. Alors, on va hachurer, parce que j'aime hachurer, tout ce qui se trouve... C'est meilleur, c'est pas les dents, c'est juste que c'est opaque. Tout ce qui est opaque est hachuré. Bon. Eh bien, comment écrire la transmittance de cet objet? C'est pas très très difficile. Alors, ce qu'on va dire, c'est que le diamètre de cela, là, il fait... Alors, ça... on va appeler ce diamètre-là grand D. C'est le diamètre du grand cercle. Celui-là, on dit que ça fait 0,2 D. Cette hauteur-là, c'est aussi 0,2 D. D'autre part, vous allez me croire, si ce que j'ai visé, c'est qu'en fait, on ait une division à peu près convenable. On se trouve en fait... On se trouve à mi-hauteur ici. Donc là, on se retrouve avec en réalité un demi-rayon, donc un D sur 4. Là aussi, ça c'est un D sur 4. Et si on veut, on n'a qu'à poser carrément, on va se mettre un petit système de coordonnées, tranquille, ici. Ça va être plus pratique pour tout repérer. Ça c'est X, ça c'est Y. Bon, alors c'est parti, il faut juste écrire la transmittance. La transmittance D de XY, elle va être égale à... Alors c'est d'abord la transmittance d'un cercle de rayon grand D, auquel on va enlever 3 transmittances. Celle de 2 petits cercles. Alors il y en a un qui est centré en... Alors là, ça, je vais être obligé de l'écrire complètement. Du coup, en X, on va prendre celui de droite d'abord. En X, il est en R sur 2. Donc moins R sur 2. Ah ouais, R sur 2, c'est D sur 4. Et en Y, eh ben, il est en D sur 4 aussi. Le tout divisé par, alors il fait 0,2 D. Maintenant, on enlève l'autre œil. Hop. En X, on est à l'opposé, donc ça fait un plus D sur 4 au carré. Le Y, c'est le même, donc il est en D sur 4, donc ça fait du Y moins D sur 4 au carré. Le tout divisé par 0,2D. Et puis, il faut penser à la bouche. Et la bouche, en réalité, c'est juste... Alors, on a de la chance parce qu'elle est centrée en X. Et elle a une largeur que je n'ai pas spécifiée. Elle fait en fait la moitié. Hop là. La moitié du rayon. C'est ça, puisqu'elle va de... Ouais. Elle fait un rayon, elle fait la moitié du diamètre. Ben, ça, c'est pas tout à fait à l'échelle, mais c'est l'idée. Et donc, on a ici du... En X, c'est centré. Ça fait du X sur 0,5D. Fois fonction porte de Y. Alors là, par contre, on est en moins... Alors, je ne l'ai pas dit, mais on le centre à moins D sur 4. En Y. Là aussi, on a D sur 4. Donc, du coup, ça fait du plus D sur 4. Sur... Ben, ici, c'est 0,2D de hauteur. Ça y est, on a notre transmittance. Du coup, ben, on peut calculer la figure de diffraction directement. On n'a même pas besoin d'écrire une seule ligne de calcul. On le fait direct, de tête. Ça se fait bien. Donc, on a du pi D2 sur 4. 2 fois J1 de pi dr sur lambda z sur pi dr sur lambda z moins, alors, pi
pi, on a du 0,2, ça fait 0,04 au carré des 2 sur 4. On se retrouve avec du 2J1 de pi 0,2 dr sur lambda z sur pi 0,2 dr sur lambda z moins, fois, alors ça, ce serait la figure de diffraction d'un cercle qui serait centré, mais lui, il est décalé, il y a en fait un terme de phase, et ce terme de phase, il n'est pas difficile à écrire non plus, puisqu'on sait qu'il est calé en d sur 4, d sur 4, donc ça fait moins 2ipi xd sur 4 lambda z plus yd sur 4 lambda z. Et voilà. Il faut mettre l'autre cercle, qui lui n'est pas à la même position, mais il a le même J1 et le même diamètre. Donc à la limite, on peut directement factoriser là et mettre juste... Alors ça va être un plus du coup, parce qu'il y a bien un moins ici, devant. Exponentielle moins 2ipi de x. La seule chose qui change, hein, c'est le signe qui est là. Hop. Et donc on se retrouve avec du moins xd sur 4 lambda z plus yd sur 4 lambda z. Hop, on ferme la parenthèse. Ça c'est parce que j'avais la flemme, alors j'ai factorisé tout de suite. Et il nous reste le tout dernier, c'est une fente rectangulaire. Et donc ça va être relativement facile à écrire. Voilà, si vous voulez, ce coup-ci, on va commencer par le terme de phase. Moins 2ipi. Et x, en fait, il n'est pas décalé. Il est centré, donc il n'y a pas de terme de phase lié à ça. Par contre, il y en a un en y, et c'est aussi un d sur 4. C'est aussi un d sur 4. Donc ça fait d sur 4 lambda z. Comme c'était négatif, du coup, ça fait un plus là. C'est en moins d sur 4. Et puis on va multiplier par nos sinus cardinaux. Alors il y a du 0,5d sinus cardinal de pi 0,5d x sur lambda z fois 0,2d, ça c'est pour la largeur en y, sinus cardinal de pi 0,2d y sur lambda z. Et voilà. C'est quand même easy, non? We did it. Hurrah. Fou. Mais vous voyez que, ouais, d'accord, il y a une forme de complexité apparente dans ces expressions, mais en réalité, non. C'est hyper tout simple. Ça s'écrit en une ligne. Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses. Et ça, je m'attends à ce que vous sachiez tous le faire. Bien, et dernière chose, qu'est-ce que ça donne quand on représente la transformée de Fourier du bonhomme, c'est-à-dire sa figure de diffraction? Ça fait ça. Alors, en fait, j'avoue, c'est un peu décevant. On repère des termes un peu limite interférentiels, enfin comme des... Si vous voulez, comme ça, là, on voit un peu qu'il y a des traits comme ça, là. Bon, alors, on voit aussi que c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a d'abord, évidemment, une figure, une tache d'Airy. Ça, c'est en fait le trou central, enfin le trou complet qui domine un peu. Et puis, ces traits-là, ils sont dus au jeu compliqué entre ce que produit la diffraction par la fente et ce que produisent la diffraction par les deux trous qui, eux, ont tendance à faire comme deux trous de Young, un truc qui serait une tâche d'Airy qui serait modulée par un sinus. Sachant que eux, leur tâche d'Airy, en fait, elle est plus large que la tâche d'Airy liée au trou central. Bref, à la fin, on trouve ça. Ça n'a strictement aucun intérêt, mais au moins, vous savez calculer la figure de diffraction d'un smiley. Voilà.